Alors, on va faire la prise de notes pour comprendre mieux qu'est-ce que c'est les conséquences du réchauffement climatique. C'est sans doute le plus gros défi auquel la population mondiale fait face depuis, depuis l'aube de l'humanité. Alors, comment on s'est rendu compte que le phénomène c'est que à partir des années en 88 en fait, l'ONU, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, s'est rendu compte que le phénomène prenait de l'ampleur. C'est un phénomène que plusieurs scientifiques étudiaient depuis les années 60, mais il a vraiment voulu mettre en place un groupe. Donc, le GIEC, notez ce que c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Intergouvernemental, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs pays via l'ONU qui participent à ce groupe-là. Il y en a presque 200, 192 si ma mémoire est bonne. Des experts, combien? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est 2500 experts. Donc des scientifiques avec différentes spécialités qui ont le mandat d'étudier le climat et de regarder son évolution pour être capable de prédire où est-ce qu'on s'en va finalement, quelle va être la teneur et l'ampleur du réchauffement. Alors, à travers les années, ils ont produit 6 rapports de 1500 pages chacun avec différentes conclusions. Donc, c'est ce que c'est le GIEC. Maintenant, quelles sont les conclusions? Si c'est un phénomène qui vous intéresse, le réchauffement climatique, vous avez souvent entendu parler de cibles. Alors, les conclusions. La première est, au niveau des cibles, c'est qu'il faudrait limiter la hausse des températures à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Vous allez le voir dans le prochain chapitre, en fait, vous allez aborder l'industrialisation au 19e siècle. C'est le moment où est-ce qu'on a commencé à utiliser le charbon comme source d'énergie. Et c'est à partir de ce moment-là que le CO2 s'est concentré dans l'atmosphère et qu'on observe une augmentation de la température. Donc, c'est par rapport à cette ère industrielle-là, c'est notre ère de référence. Avant le début du réchauffement qui est lié à l'humain, ben, c'était le 18e siècle. Alors, on se positionne par rapport à ça. On ne veut pas dépasser 2 degrés. Actuellement, le GIEC fait un scénario pessimiste et un scénario optimiste. On pense qu'avec les mesures prises actuelles, on aurait, dans le scénario optimiste, une hausse de 3 degrés. C'est déjà 1 degré de plus de ce qu'il ne faut pas dépasser. Et le pire scénario, donc les scientifiques modélisent toujours leurs prévisions et leurs conclusions parce que, évidemment, la consommation d'énergie augmente année après année dans la planète et il y a aussi des mesures qui sont prises pour diminuer la consommation d'énergie. Donc, à chaque année, il faut mettre à niveau un petit peu le rapport, là, sans refaire un rapport de 1500 pages, mais il faut réactualiser les conclusions. Et en septembre dernier, donc, on a dit qu'en fait, le réchauffement allait beaucoup plus vite que prévu. On prévoit même une hausse de 7 degrés. Quand? L'année prochaine? Dans 50 ans? Je vous l'ai pas mis, ajoutez-le d'ici 2100. Alors, c'est énorme, 7 degrés. Donc, pourquoi ça augmente plus vite? En fait, pour plusieurs raisons. Par exemple, actuellement, le pergélisol, qui est dans le nord du Québec, est en train de se réchauffer, de fondre. Et dans le pergélisol, il y avait énormément de méthane qui était entreposé, qui était conservé. Alors, en fondant, le méthane se libère et va contribuer à augmenter les gaz à effet de serre, entre autres. Il y a aussi pourquoi ça augmente plus vite. Évidemment, la population mondiale grandit et grossit et plus il y a d'humains, plus il va y avoir de déplacements, plus il va y avoir de consommation de consommation d'énergie finalement, vous allez le voir dans les défis. Alors, on arrive au cœur du sujet. Quelles sont les conséquences d'un réchauffement qui est au-delà de 2 degrés? La première conséquence, c'est l'augmentation des sécheresses.
Donc, il y aurait une baisse de production de nourriture. Rappelez-vous la conséquence de la famine à l'aube de la Révolution française. Hein? Donc, évidemment, plus les grains coûtent cher, plus la farine coûte cher, plus les gens s'appauvrissent pour manger. Et aussi, ça crée des famines et, bon, de nombreux problèmes humains. Évidemment, s'il y a des sécheresses, il va y avoir aussi un problème de pénurie au niveau de l'eau potable. Alors, les gens vont avoir de plus en plus de difficultés à avoir de l'eau. Et puisque les températures augmentent, on va observer une fonte des banquises, des glaciers et donc la hausse du niveau de la mer. Il y a énormément de gens qui habitent sur les côtes. C'est une des raisons historiques de pourquoi on habite sur les côtes, c'est que avant justement le chemin de fer et puis la locomotive que vous allez voir dans le prochain chapitre d'histoire qu'on a inventé pendant l'ère industrielle, le moyen de transport privilégié, c'était les bateaux. Alors, les régions côtières, regardez le Québec, c'est la plaine du Saint-Laurent, Montréal, c'est une île, on vit sur une île, il y a énormément de grandes villes, de mégalopoles. Pensez à New York, Okay? Il y a énormément de population qui vit sur des régions côtières. Donc, avec la hausse du niveau de mer, certains quartiers vont être inondés, même des îles au complet. Alors, tout ça, ce sont des répercussions humaines sur les humains et ça va amener les déplacements de population et notamment les réfugiés climatiques. Donc, ça, c'est un sujet très intéressant, très préoccupant aussi, qu'on va réaborder en 5e secondaire lorsqu'on va, on va se retrouver pour le cours de monde contemporain. Donc, j'en parle un peu plus. Au niveau des perturbations, des conséquences plutôt environnementales, alors, peut-être que vous l'avez vu à l'automne, il y a eu beaucoup d'actualités, de gros titres sur la 6e extinction de masse. Donc, à cause de la perturbation des écosystèmes, on observe évidemment énormément d'animaux qui vont disparaître. Notamment cette image très perturbante là, d'un ours polaire qui a été prise l'année dernière ou il y a 2 ans. Alors, ce sont des conséquences catastrophiques pour l'avenir, vous le comprenez. Alors, on a essayé de mettre en place des solutions. C'est un défi qui est planétaire, c'est un enjeu qui est mondial. Alors, ça prend une solution mondiale. S'il y a juste le Canada d'un côté qui fait des efforts pour réduire sa pollution, mais que de l'autre, on a les États-Unis qui continuent. Les efforts de l'un vont être compensés par une augmentation de l'autre. Alors, ça prend vraiment une mise en commun des efforts. Donc, on a d'abord mis en place le protocole et l'accord de Kyoto en 2005, mais le Canada a été le premier pays à le quitter en 2011. Savez-vous pourquoi? À cause des arbres bitumineux qui rendaient l'atteinte de la cible impossible. Donc, le gouvernement de l'époque, M. Harper, qui vient de l'Alberta et pour qui l'exploitation des arbres bitumineux est très importante, avait quitté ce protocole-là. Ensuite, il y a quelques années, l'accord de pays, la fameuse Coop 21, à partir de laquelle on a émis de nouvelles cibles, donc a été signé par le nouveau gouvernement, M. Trudeau, et on a pour l'objectif d'atteindre un réchauffement, de limiter le réchauffement à 1,5 degrés. Comment faire ça? Donc, pour atteindre les différentes cibles de diminution des gaz à effet de serre qu'on s'est donné en 2015 avec l'accord de Paris, il va y avoir différentes solutions. Les solutions qui sont plus au niveau de la consommation de l'essence se trouvent dans les défis. Alors, je vais laisser ma collègue en parler. Nous, on peut plutôt aborder la diminution de la pollution lors de l'extraction, par exemple, des sables bitumineux pour ce qui concerne le Canada. Alors ici, vous en avez des solutions.
Et certaines de ces solutions-là vont aussi concerner le troisième problème, conséquence négative en fait, qui est relié à l'exploitation des sables bitumineux, c'est-à-dire les impacts sur les cours d'eau et les nappes d'eau souterraines. Alors, les notes sur le réchauffement climatique, c'est vraiment de l'enrichissement pour que vous soyez au courant des faits de base, là, disons, de ce phénomène-là, qui est actuellement très important et dont vous avez probablement souvent entendu parler si vous suivez les médias et l'actualité. Alors, ici, évidemment, les sables bitumineux nécessitent énormément d'eau, plusieurs litres d'eau pour chaque baril de pétrole parce qu'on l'utilise pour séparer le bitume du sable. Donc, ça entraîne une diminution du débit des rivières, ce qui peut avoir une répercussion sur l'approvisionnement en eau potable et une contamination possible des nappes d'eau, non seulement sur les bassins de décantation, parce qu'on utilise des produits chimiques aussi combinés à la vapeur d'eau. Donc, non seulement dans ces bassins-là qui peuvent y avoir des fuites et puis se déverser dans les rivières. D'ailleurs, les nations autour de la rivière Athabasca ont noté une grande augmentation des poissons difformes dans la rivière, des poissons qu'ils consomment, et il y aurait une corrélation avec un nombre de cas anormalement élevé de cancer dans cette population-là. Il peut y avoir aussi la contamination de nappes d'eau et de cours d'eau, non seulement si les bassins se fissurent, mais également ici avec les fuites des pipelines ou des oléoducs qui traversent, vous l'avez vu, qui traversent des montagnes rocheuses, qui traversent tous les États-Unis. Et on avait également parlé de projets qui traverseraient le fleuve Saint-Laurent, mais qui n'ont pas abouti. Donc, c'est un enjeu que vous aviez abordé dans le documentaire sur le transport des hydrocarbures. Maintenant, nous allons corriger les numéros. Alors, le tableau numéro 1 est assez facile. L'économie, on a vu que c'était positif. L'environnement, j'en ai beaucoup parlé, on a vu que c'était négatif. J'ai moins parlé des deux autres aspects. Alors, les communautés autochtones. Quand vous avez lu le texte sur le territoire forestier, vous aviez retirer justement des informations en lien avec les communautés qui ont perdu leur territoire de chasse et de pêche ancestraux. Alors ça, ce serait une conséquence négative. Mais certaines communautés autochtones ont à gagner également parce que le gouvernement va aller faire des partenariats avec eux pour l'exploitation des sables bitumineux. On pense à une entente qui a été conclue en 2017 qui serait l'entente économique la plus importante de l'histoire du Canada entre la nation de Fort McKay et le gouvernement du Canada pour prévoir qu'ils seraient en partenaire, ils seraient en fait propriétaires de certaines parties et activités reliées au sable bitumineux. La population de l'Albertaine, elle aussi, des conséquences positives, évidemment, les emplois, donc c'est principalement eux qui en profitent, mais aussi la population vit avec les conséquences négatives de la pollution, etc. Alors, au niveau des solutions, donc, on doit défricher la forêt. Une solution, ce serait que les entreprises doivent remettre en état le territoire en question. Le bémol, c'est que c'est assez difficile de remettre en état et jamais vous ne pourrez reproduire un écosystème comme il était avant sa destruction. Ensuite, deuxième point, l'exploitation des sables bitumineux se fait sur des terres habitées par les Autochtones, donc à l'entente dont, par exemple, je viens de vous parler. Dernier point, l'exploitation détériore la biodiversité. Alors, le gouvernement s'est engagé à conserver et protéger une partie du territoire. Donc, le numéro 3, la réponse c'est avant d'autoriser l'exploitation d'un gisement, des études sont menées afin d'établir des répercussions possibles sur le sol, l'air et la biodiversité. Alors, je vous laisse regarder les réponses. Excusez-moi pour la qualité, c'est un petit peu flou. Au niveau du dernier numéro, à savoir si on est favorable ou défavorable à l'exploitation des sables bitumineux. La prochaine capsule sera au niveau des enjeux reliés à l'hydroélectricité.
le gouvernement du Canada, vous le voyez peut-être pas, contribue à la sécurité énergétique du Canada et du reste du monde. Elle offre de